dépasse le cadre de la politique étrangère de chaque pays pour couvrir tous les problèmes d'intérêt commun et pour mettre fin à la désorganisation de l'OTAN. Examinant l'unification de l'Europe, qui se prononce dans un sens favorable, estime qu'il y a lieu de réviser la position des États-Unis de façon à permettre à tous les membres de l'Alliance de participer au contrôle de toutes les armes, même nucléaires. Et le document termine par cette situation du président Eisenhower que l'on ne saurait trop répéter. Nous devons construire ensemble une communauté qui garantira au mieux la liberté individuelle et les valeurs nationales de nos divers peuples, et qui en même temps fournira les moyens de résoudre efficacement les problèmes qu'aucun d'entre nous ne peut à lui seul résoudre d'une manière positive. Ce que j'ai noté de particulièrement important dans cette étude, c'est qu'elle est favorable à la création d'une Europe constituant une force pouvant parler à égalité avec les États-Unis, mais avec cette réserve que cette Europe ne crée pas des divergences telles que celles qui empoisonnent à l'heure actuelle les relations franco-américaines. Donc pas de nationalisme européen, mais pas de prétendu protectorat, mais une libre intégration dans le cadre atlantique. La conclusion est donc la révision actuelle du traité de l'Atlantique Nord, les États-Unis reconnaissant qu'ils ne peuvent assumer seuls la responsabilité des engagements maintenus d'assurer la protection du monde libre. Mon ami Marius Moutet, qui personnifie tout ensemble la jeunesse de l'Europe et son expérience. Merci Marius Moutet d'être venu ouvrir nos travaux. Depuis la session du mois de décembre dernier à Paris, le bureau et le comité des présidents sont réunis pour préparer cette session et pour assurer la vie de l'institution. Pour sa part, le bureau a expliqué une fois de plus au Conseil, présidé par M. Butler, les besoins de l'Assemblée en personnel. J'ai le ferme espoir que le Conseil finira par accepter la mise en place de l'organigramme du greffe que nous avions demandé et pour lequel nous n'avons obtenu que partiellement satisfaction au début de cette année. D'autre part, le bureau et le comité des présidents ont décidé de célébrer de manière solennelle le 10e anniversaire de l'Union de l'Europe occidentale qui coïncide avec la 10e session de l'Assemblée. Une séance solennelle aura lieu en décembre prochain à Paris, à l'ouverture de la seconde partie de cette session. J'inviterai en votre nom tous les anciens membres de l'Assemblée à participer à cette commémoration et je compte bien donner la parole à tous ceux qui me la demanderont. Nous avons obtenu du Conseil un crédit pour la publication en 5 langues d'un livre consacré à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale auquel contribueront les anciens présidents de l'Assemblée ainsi que le premier président du Conseil, M. Paul-Henri Spaak. D'un côté, nous sommes loin de l'enthousiasme qui s'exprimait naguère devant cette Assemblée. L'élargissement des communautés européennes, le épanouissement en union politique qui, en 1962, paraissait tout proche, ont été, hélas, remis à plus tard. D'autre part, les progrès de l'unification européenne obligent les États à prendre des décisions dans les domaines les plus sensibles et il est naturel que les oppositions se manifestent. À l'heure actuelle,
Même les questions qui paraissent très techniques font l'objet de marchandages lents et souvent pénibles et difficiles. N'en doutons pas, nous donnons au monde extérieur l'impression que les institutions européennes sont dans une période de stagnation, voire de récession. Mais qui pourrait croire que cette stagnation soit le fait des assemblées européennes? Depuis 1949, elles ont apporté une contribution capitale à l'œuvre de l'unification européenne. Notre Assemblée, pour sa part, a fortement contribué, après la crise de janvier 1963, à renouer les fils brisés de la coopération entre les Suisses et la Grande-Bretagne. La fonction parlementaire en Europe est une expérience originale, tant dans le domaine de l'initiative politique que dans celui du contrôle des institutions européennes ou encore de la formation de l'opinion publique européenne. Les assemblées européennes qui ont été jusqu'à présent des tribunes du haut desquelles les hommes politiques européens ont défini une orientation, qui ont rallié les représentants des peuples et ont forcé les gouvernements à en tenir compte. Notre Assemblée s'enorgueillit particulièrement d'avoir joué ce rôle fécond avant l'ouverture des négociations pour l'entrée de l'Angleterre dans les communautés européennes. En matière de contrôle, les pouvoirs des assemblées sont, hélas, illusoires. Et tout ce que nous pouvons faire se réduit à critiquer l'action de notre Conseil des ministres lorsqu'il ignore délibérément la ligne qui lui a été tracée par le traité. Malgré les efforts de notre commission de défense, nous n'avons pas pu réaliser un véritable contrôle des ressources de nos États affectés à la défense. Contrôle d'autant plus nécessaire, cependant, qu'il échappe de plus en plus aux parlements nationaux, puisque la défense des États, prise individuellement, reste inintelligible si elle n'est pas replacée dans le cadre général de l'Alliance. Pourquoi les gouvernements se refusent-ils à augmenter les pouvoirs des assemblées européennes, et spécialement de la nôtre? Pourquoi se refusent-ils à ce que nos assemblées soient élues au suffrage universel et que lorsque des élections législatives nationales, des élections européennes aient lieu en même temps pour assurer une supervision démocratique aux institutions européennes qui, sans celle-ci, apparaîtrait bien vite comme l'œuvre exclusive des diplomates et des experts. Comment veut-on faire pénétrer l'idée européenne dans les couches profondes des populations et obtenir d'elles un consensus indispensable à la solidité de la construction démocratique de l'Europe? L'ordre du jour, Mesdames, Messieurs, appelle l'élection des 6 vice-présidents de l'Assemblée. L'article 10 du règlement prescrit qu'aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de vice-président si sa candidature n'a pas été présentée par écrit par 3 représentants au moins. Les représentants qui feraient partie d'un gouvernement national ne peuvent être membres du bureau. D'autre part,